Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette série de MOOC dans le cadre du projet Charter Project Africa, un projet qui est en train d'être mis en œuvre dans le but de travailler à la ratification et la mise en œuvre de la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, et notamment aussi l'architecture de la gouvernance africaine. Donc, pour le premier cours que nous aurons ici, c'est un module, notamment sur les élections, et comme module, c'est les justificatifs et principes des cycles électoraux donc en Afrique, dans un processus démocratique. Donc, comme vous le voyez, la première chose, c'est de voir quels sont les objectifs de ce cours présentement. Donc, deux objectifs principalement. Le premier, c'est de bien comprendre la raison d'être des élections, pourquoi les élections sont-elles organisées dans une démocratie. Et le deuxième objectif, c'est de bien comprendre le cadre juridique et les normes internationales en matière électorale. Donc, très rapidement, pourquoi les élections? Parce que nous sommes dans une démocratie, une gouvernance démocratique. Et la gouvernance démocratique, comme vous le savez, fait intervenir plusieurs acteurs de légitimité diverses et aussi d'intérêts divers. Et dès lors, il faut organiser un petit peu le cadre pour une action collective. C'est à ce titre-là qu'on organise les élections. Et pourquoi? D'abord, parce que les élections représentent le mécanisme légal et constitutionnel de renouvellement de nos dirigeants. Donc, ils sont aussi une fonction de légitimation du pouvoir politique. Et beaucoup plus, dans toutes les démocraties au monde, ici, on peut voir, comme par exemple, plus jamais auparavant, sont en train de s'atteler à construire, à renforcer la gouvernance démocratique à travers les élections. D'abord, au niveau, quand on parle d'élections aussi, parce que les citoyens participent directement aux décisions qui affectent leur vie. Donc ça, c'est très, très important. L'autre point, c'est que les citoyens choisissent aussi leurs représentants à travers les élections, et les représentants élus sont directement redevables pour fournir des résultats. Donc les élections, en résumé, participent à la légitimation du pouvoir politique et, bien entendu, une fois élus, donc le principe, c'est comment les élus, les représentants du peuple soient redevables en matière d'efficacité en produisant des résultats au profit du plus grand nombre des citoyens. Donc, ici, comme vous le voyez ici, par exemple, là, on a une chambre de députés, donc au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale. Et ces députés sont les représentants des élus du peuple, et qui sont redevables à travers qui, pour fournir des résultats au peuple. Donc, il y a deux aspects. L'aspect légitimité à travers les élections et l'aspect redevabilité à travers, par exemple, dans la gestion de la chose publique. Donc, pour bien comprendre, j'essaie de récapituler l'aspect élection à travers, par exemple, un arbre que j'appellerais l'arbre des élections. Et donc, comme tout arbre, vous avez des racines, vous avez des branches, vous avez des feuilles, des fruits, des influences externes. Vous me direz, en fait, pourquoi un arbre? Parce que pour un petit peu mettre en exergue un petit peu parfois même le cadre juridique des élections. Le sol représente des valeurs universelles. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, partageons tous des valeurs universelles. La paix, par exemple. Tout le monde veut la paix. Tout le monde, par exemple, ici les racines, les critères pour les élections libres et équitables. Parce que des élections, la finalité d'une élection, c'est que les élections soient libres et équitables. Donc, le tronc représente le cadre légal, réglementaire des élections. Les branches, c'est les institutions et les parties prenantes. Bien entendu, les feuilles, c'est les opérations électorales, comme le vote, les dépouillements et autres. Et les fruits, c'est les résultats. Il peut y avoir des fruits amers comme des fruits sucrés. Parce que si une élection est mal organisée, donc qui débouche sur une violence, on sait que les fruits, ce ne sont pas de bons fruits. Si une élection est bien organisée et que se débouche sur un résultat, donc ces fruits, ce sera des résultats positifs au plus grand nombre. Et il y a des influences externes, bien entendu, dans une élection, qui peuvent être des influences positives ou négatives. Comme influence négative dans une élection est externe, par exemple, aujourd'hui, quand une élection est qu'il y ait une main extérieure qui agisse sur le processus électoral, ça peut biaiser le processus électoral. Donc, l'élection, comme je le disais ici, quand vous regardez le tronc, c'est le cadre juridique. Et le cadre juridique représente l'architecture électorale. Parce que, comme toute personne, une personne a besoin d'un bulletin de naissance,
peut-être dans le certificat de mariage ou autre. C'est la même chose. Quand vous avez besoin d'un code qui s'appelle le code de la famille, quand vous avez un délit, c'est le code pénal. Quand vous êtes dans le commerce, c'est le code des obligations commerciales. Quand vous allez dans les impôts, c'est le code des impôts. Idem, au niveau des élections, vous avez le code électoral. Mais ce code-là est régi dans le cadre juridique. Et c'est quoi le cadre juridique? Le terme cadre juridique dans les élections désigne en général tous les actes législatifs ou autres textes qui sont pertinents légaux ou paralégaux relatifs aux élections. Donc, par exemple, le cadre juridique inclut les dispositions constitutionnelles. Parce que dans la Constitution, on vous dit que tout citoyen peut se porter candidat aux élections dans son pays. Et donc, la loi électorale, ça veut dire le code électoral. Et donc, et puis, jusqu'au plus petit, les décrets, du moins, les arrêtés et autres. Donc, en résumé, du point de vue juridique, on peut classer les composants d'un processus électoral sur 3 thématiques. La première, c'est les parties prenantes aux élections. On va y revenir dans les prochains modules. La deuxième, c'est les opérations pratiques dans le processus électoral. Et la troisième, c'est les moyens légaux de contrôle de résolution du contentieux électoral, tel que prévu par les textes. Et c'est ça un petit peu le résumé du cadre juridique. Donc, parlant de cadre juridique, quand on prend un pays en question, ce pays est régi par des lois. Et il y a la Constitution. Mais au-delà, ce pays aussi appartient à une communauté. Une communauté sous-régionale qui peut s'appeler, par exemple, dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et au niveau de la CEDEAO, il y a des normes, des standards, etc. Par exemple, au niveau de CEDEAO, on a le protocole pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Et au niveau, par exemple, continental aussi, vous avez ce qu'on appelle des chartes autres. Et la charte la plus élevée aujourd'hui, c'est la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance en Afrique. Et cette charte a été adoptée en 2007 par l'ensemble des chefs de l'État. Et cette charte est entrée en vigueur en 2013. Parce qu'il fallait la ratifier d'abord. Donc, 5 ans plus tard, donc pour que cette charte puisse entrer en vigueur. Et au niveau international, bien entendu, nous appartenons à une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Et dans cette organisation, parfois, vous avez des déclarations, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, mais relativement aux élections, il y a par exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et c'est à travers ce pacte aussi qu'on s'inspire la charte africaine des droits de l'homme aussi. Parce que dans ce pacte, il dit que tout citoyen a le droit de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques honnêtes au suffrage universel, égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. Donc, quand vous parlez de la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, le cœur aussi, c'est cela. Comment travailler à ce que les citoyens puissent s'exprimer de façon libre et équitable. D'accéder aussi dans des conditions générales d'égalité aux fonctions publiques dans son pays, tout citoyen. Donc, ça veut dire quoi? Ici, c'est du global jusqu'au local. Parce que c'est un petit peu, parlant juridiquement, c'est la hiérarchie des normes. Donc, ça veut dire quoi? Au niveau international ici, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte relatif aux droits civils et politiques. Ça, c'est l'international. Donc, par exemple, au niveau des Nations Unies. Vous venez en Afrique, comme nous appartenons au continent africain, en Afrique, donc l'organe africain s'appelle l'Union africaine. Et l'Union africaine, là, a pu ratifier la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Si vous prenez un pays comme le Sénégal ou comme le Ghana, ou dans les 15 pays de la CEDEAO, vous avez ce qu'on appelle la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO, il y a aussi le protocole de la bonne gouvernance sur les élections et la démocratie. Donc, et maintenant, par rapport au pays, chaque pays a sa constitution. Et donc, la constitution dérive de la constitution, on a la loi électorale. De la loi électorale, on a les règlements. Dans les règlements, on a les codes de conduite, etc. Et donc, ça veut dire que c'est des dispositions qui s'appellent la hiérarchie un petit peu de normes. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, un parti politique qui se sent lésé peut faire recours au niveau de la CEDEAO ou peut faire recours au niveau international. Donc, dans ce sens-là, parce que nous sommes régis ainsi. Et donc, en Afrique, dans la charte africaine pour la démocratie et les élections et la gouvernance, donc, constitue le ciment et un petit peu de fonctionnement de nos démocraties actuelles.
Donc, toujours parlant des normes électorales internationales, il existe un consensus. Et le consensus sur le fait que de telles normes incluent les principes d'élection libre, juste et périodique. Ça veut dire l'élection libre, je reviendrai sur la notion de liberté. Ça s'appelle liberté fondamentale, liberté d'opinion, liberté de choix, etc. Les élections justes et équitables dans le sens où une personne, une voix. Donc, ça veut dire que vous soyez président de la République ou que vous soyez simple citoyen, donc vous êtes tous égaux donc, au niveau des urnes, par exemple. Une personne, une voix, une valeur. Donc, aussi des élections périodiques. Des élections périodiques parce que, donc, pour ne pas avoir à reporter des élections. Par exemple, dans un certain pays, c'est tous les 5 ans. Par exemple, au Sénégal, je donne l'exemple du Sénégal, tous les 5 ans, vous avez une élection présidentielle. Donc, ça veut dire que selon la Constitution, le président de la République même ne peut pas se prévaloir d'avoir des élections, sauf exception, donc tous les 7 ans, tous les 8 ans. Donc, c'est la Constitution. Le secret du suffrage universel, je vais revenir, le secret du vote. Ça, c'est un principe fondamental et international. L'absence de coercition, ça veut dire qu'aujourd'hui, d'influence, souvent, quand par exemple, ça veut dire à l'achat de vote, l'achat de conscience, etc. Donc, nul n'a le droit d'exercer une certaine forme de coercition sur l'autre. Et le principe fondamental à respecter une personne, une voix et même une valeur. Donc, et au niveau normes électorales internationales, il existe un consensus, par exemple, sur des principes. Principes sur d'élections libres, d'élections justes et d'élections périodiques. Donc, l'autre principe, notamment sur le suffrage universel, encore le secret du vote, ou l'absence de coercition, parce que, dans l'absence d'influence, parce que chacun doit s'engager à respecter une personne, une voix, une valeur. Donc, d'autres principes, notamment liés à la représentation équitable des citoyens, donc, parce que tous les citoyens doivent être représentés, l'égalité homme-femme, donc les droits des minorités, des personnes vulnérables, les droits des personnes aussi vivant avec un handicap. Par exemple, quand on prend la charte africaine qui est entrée en vigueur le 15 février 2012 sur la démocratie, les élections et la gouvernance, vous avez vu que par exemple, le 15 février 2012 est entrée en vigueur la charte. Bien qu'elle a été adoptée en 2007, janvier 2007. Cette charte consacre ce qu'on appelle l'engagement des États partis à promouvoir la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. C'est-à-dire que la charte aussi reconnaît que la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples. Donc ça veut dire que dès lors qu'on vous parle de suffrage universel comme droit inaliénable, donc nos États ont obligation de se soumettre à cela. Donc la charte aussi affirme l'importance de la lutte contre l'impunité. Donc, et l'engagement des États aussi à éliminer toute forme de discrimination liée par exemple à la participation politique des femmes et donc au processus décisionnel et autres. Donc que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, la protection des personnes vivant avec un handicap et le respect de la diversité. Parce que dans le respect de la diversité, parce que dans certains pays, comme par exemple, on peut voir, comme par exemple, il y a manque de respect de la diversité. On peut avoir un groupe ethnique qui est là, qui puisse imposer sa force sur d'autres. Donc, grosso modo, lorsqu'on parle de cadre juridique, ce qu'il faut retenir par rapport à cela est le principe de normes électorales. Donc, il y a l'international qui agit jusqu'au local. Au niveau international, comme je l'ai dit, il faut retenir donc, sur le pacte relatif aux droits civils et politiques. Il faut retenir aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration, donc elle n'est pas contraignante dans ce sens. Là, il y a la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance en Afrique, donc, qui a été encore adoptée en janvier 2007 et ratifiée en 2012. Hormis la Charte, au niveau de l'espace CEDEAO, vous avez le protocole sur la démocratie, les élections et la gouvernance, bien entendu. Et à partir de là, dans chaque pays, donc chaque pays est régi par sa constitution, ses lois, ses un petit peu les arrêtés, le code de conduite, etc. Donc voilà un petit peu en résumé par rapport à ce module sur les principes et les normes électorales. Donc
globalement au niveau international comme au niveau continental. Je vous remercie.